Ça fait maintenant 6 mois que j'utilise l'iPhone 15 Pro Max comme smartphone principal. Il est temps qu'on fasse le point. Dans cette vidéo, on va parler de 5 points pour lesquels je l'adore et de 5 points pour lesquels j'ai pas mal été déçu. Alors, est-ce que l'iPhone 15 Pro Max est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et rentrons directement dans le vif du sujet, on va commencer avec les points qui fâchent. Le premier, ça va être le tout nouveau capteur x5. Un capteur x5, c'est très bien parce qu'on a un bel effet de compression, donc on a ces photos qui ressemblent vraiment à aucun autre smartphone, qui nous permet comme ça de rapprocher beaucoup l'arrière-plan du sujet principal. Mais le problème qu'on va avoir ici, c'est que ça manque un petit peu d'entre-deux. On passe directement de x1 à x5. À la limite, on peut avoir un x2 assez correct en zoomant numériquement sur le x1, mais le x3 est pas terrible, et donc on est obligé de passer à x5 pour retrouver un petit peu de qualité. Et ce qui est dommage, c'est que je préfère quand même le rendu du x3 optique, que j'avais par exemple sur mon iPhone 13 Pro, ou qu'on a sur l'iPhone 15 Pro non max. Alors certes, quand on a besoin de zoomer fort, c'est mieux d'avoir le x5, mais à l'usage courant comme ça, je pense que j'aurais préféré avoir un x3 optique que ce x5. Deuxième point qui m'a complètement déçu, et pourtant ça partait très bien, c'est le port USB-C. Alors ça partait bien parce que ça me saoulait d'avoir un câble Lightning pour recharger mon iPhone et seulement mon iPhone. Donc voilà, maintenant j'ai de l'USB-C pour recharger mon Mac, pour recharger mes écouteurs, pour recharger mon téléphone, c'est juste parfait. Mais aussi grâce à ce port-là, j'ai pu brancher mon casque Hi-Fi par exemple, on peut aussi brancher un SSD. Tiens d'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo sur tout ce qu'il est possible de brancher sur ce port USB-C, on fera plusieurs tests. Mais s'il y a bien un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas transférer directement les vidéos qui sont là-dessus vers mon Mac. Tout ce que j'aimerais, c'est juste brancher un câble USB-C ici, un USB-C sur mon Mac et transférer mes vidéos. Et bien ça, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement activé la synchronisation de mes vidéos et photos avec iCloud et Apple a décidé de seulement me laisser transférer des photos justement via le cloud. Ce qui est pour des photos hyper pratique. À partir du moment où je capte bien, je prends ma photo directement aller sur mon Mac. Sauf que quand je prends des vidéos qui prennent plusieurs gigas, et ben malheureusement, ça prend du temps. Parce qu'il faut que le téléphone l'envoie sur le cloud, il faut que l'ordinateur après le récupère du cloud, alors que ce serait beaucoup plus rapide de juste brancher un câble. Et chose qui est vraiment super bête, c'est que si jamais vous passez par une application tierce, et ben ça vous pouvez le faire. Parce que quand vous branchez votre iPhone sur votre Mac, ben vous retrouvez les fichiers de l'application tierce et pas de souci. Donc au final, via une application tierce, on s'en sort. J'aimerais juste que ce soit beaucoup plus simple et que j'ai juste à brancher mon iPhone pour récupérer mes vidéos. Troisième point où pareil, j'ai adoré, puis au final, bon bof, c'est le bouton Action. Dans mon cas, le bouton Action est pratique parce que j'ai paramétré pour que ça ouvre directement la télécommande de mon Apple TV. Donc ça au quotidien c'est super, ça me permet de pouvoir utiliser par exemple la télécommande de mon Apple TV via mon téléphone quand je cuisine, parce que voilà, lui il est IP68, la télécommande de l'Apple TV ne l'est pas, et cette télécommande je passe mon temps à la chercher sinon, donc voilà, j'utilise vraiment beaucoup ce bouton là. Sauf que il est vraiment hyper inaccessible. Vraiment tous les autres boutons de ce téléphone là sont plus accessibles que ce bouton action qui est censé être un raccourci. Alors je comprends le fait qu'on ait voulu garder le design des anciens téléphones avec le switch qu'on avait avant, mais franchement on aurait pu le placer à 1000 autres endroits au lieu de le placer là. Encore une fois, très bonne idée, mais l'exécution, ça aurait mérité d'être ailleurs. Quatrième point qui m'a vraiment déçu, ça va être le revêtement Ceramic Shield, donc le revêtement qu'on a à l'avant. Cette année, j'ai décidé de ne pas mettre de coque sur mon iPhone. Et comme on peut le voir ici, en tout cas à l'arrière, le traitement en titane fait vraiment le boulot parce qu'à l'arrière comme sur les côtés, j'ai vraiment aucune micro-rayure. L'iPhone est vraiment nickel. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le verre avant. Ce verre avant comporte de nombreuses micro-rayures, voire vraiment des rayures. Une fois l'écran allumé comme ça, avec la luminosité quasiment à fond, ça se voit pas, mais lorsque la luminosité est pas très forte et encore pire forcément écran éteint, on voit que l'écran comporte de nombreuses micro-rayures et quelques belles rayures. Quand on voit ce qu'a réussi à faire Honor par exemple avec son Magic 6 Pro et son écran qui est justement bluffant pour résister aux rayures, je trouve que Apple aurait pu faire quand même un petit peu mieux sur ce téléphone là, surtout que celui-ci coûte quand même beaucoup plus cher. Et enfin, dernier point faible, c'est pas forcément un défaut de ce produit là, c'est plutôt des qualités en moins. En fait, il faut savoir que je m'éloigne de plus en plus de l'écosystème Apple. Là où avant j'avais vraiment tout, maintenant le casque, j'utilise plus le AirPods Max, j'utilise plutôt mon Focal Batis. Mes AirPods Pro 2 ont été remplacés par les Devialet Gemini 2. Je ne porte plus l'Apple Watch, j'ai maintenant une Garmin Epix Pro 2 au poignet. Et enfin, l'iPad me sert vraiment de moins en moins. Au final, dans les produits que j'utilise encore beaucoup d'écosystème, on a juste le MacBook, l'iPhone et l'Apple TV. Et en testant des smartphones Android sur des longues durées, comme par exemple le Honor ou alors les Pixel, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de mal, voire j'appréciais vraiment être sur Android par rapport à iOS. On en parlera juste après, iOS a encore des belles qualités, mais plus ça va et je trouve que les constructeurs Android arrivent à combler le gap en termes d'ergonomie, en termes de fluidité d'utilisation, en termes de stabilité des applications aussi. Tout ça pour dire que ce produit est vraiment excellent dans son écosystème, mais dès qu'on retire comme ça différents produits de l'écosystème, on se rend compte qu'il perd quand même pas mal de ses qualités. Et on enchaîne donc avec 5 qualités, c'est que
Voilà, malgré ce que je viens de vous dire à l'instant, les applications sont quand même beaucoup plus stables et généralement mieux finies sur iOS que sur Android. C'est qu'il y a beaucoup moins de modèles d'iPhone différents sur le marché que de modèles de mobiles Android sur le marché. Et en plus de ça, les iPhones sont généralement que des smartphones haut de gamme, donc les applications iOS sont vraiment optimisées pour cette petite quantité d'iPhone qui en plus dispose de composants haut de gamme. Alors que sur Android, il faut que ça marche sur tous les mobiles Android possibles, du moins cher à moins de 100 € au plus cher à plus de 1000 €. Donc oui, de façon générale, encore, je trouve que les applications tournent quand même mieux sur iOS que sur Android, même si c'est de moins en moins marquant et c'est de moins en moins le cas. Autre point fort auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est l'apport du titane. Alors je vous l'ai dit, c'est déjà très solide, mais ça confère aussi une excellente prise en main, en particulier sans coque, parce que pour un téléphone aussi grand, on a quand même un téléphone qui est assez léger en main, je trouve, qui tient très très bien, qui est bien équilibré. On n'a pas le poids qui est vraiment concentré sur le haut du téléphone, donc généralement sur le bloc photo ça arrive. Là vraiment on a un beau téléphone, les coins légèrement arrondis, ça fait qu'on l'a bien en main et c'est juste hyper agréable, en particulier avec ces contours d'écran ici qui sont extrêmement fins. Autre point fort, et ça joue aussi beaucoup à l'ergonomie générale, c'est que la puce qui est embarquée est juste hyper rapide. Même en testant à fond ses capacités vidéo les plus poussées, vraiment je n'ai jamais réussi à le faire ralentir, c'est juste un monstre de puissance et en plus de ça il est particulièrement efficient parce qu'il est très dur à faire chauffer aussi. Donc vraiment très puissant, très bien refroidi, une fluidité exemplaire sur un OS qui est quand même très très stable. C'était pas forcément le cas la première semaine, mais avec les mises à jour, il s'est vraiment amélioré niveau stabilité, vraiment niveau rapidité et fluidité, j'ai rien à lui reprocher. Autre conséquence de cette efficience et du fait justement qu'il chauffe pas trop, ça va être l'autonomie. Alors on n'est pas encore au niveau du Honor Magic 6 Pro qui a juste une autonomie qui est terrible, mais elle reste vraiment excellente sur cet iPhone, malgré que des fois j'ai des journées qui sont vraiment à rallonge, où j'ai beaucoup utilisé le téléphone avec des 8-9 heures de temps d'écran, il m'a toujours fait la journée et ça c'est juste un bonheur. Bon, j'aurais bien aimé avoir une recharge un petit peu plus rapide, mais sinon à part ça, niveau autonomie, j'ai rien à lui reprocher. Ça m'arrive même de ne pas le brancher pendant la nuit et de l'utiliser 2 jours, les jours où je fais moins de consommation de temps d'écran. Et point particulièrement intéressant ici, c'est que même sur des usages très gourmands, type prendre de la vidéo ou alors faire du jeu vidéo, la batterie va pas s'effondrer, malgré son immense écran. Vraiment, on a une excellente autonomie sur ce téléphone-là. Et enfin, dernier point, et je pense que c'est, pour mes usages en tout cas, le point qui me fait rester sur l'iPhone actuellement, ça va être la qualité en vidéo. Alors si vous avez vu mes tests de smartphone Android haut de gamme récemment, on voit que ça y est, Samsung, Google, Honor arrivent à faire du très très bon en vidéo et arrivent très clairement à s'approcher de la qualité qu'on a avec un iPhone. Ce truc, c'est que l'iPhone, je trouve, est beaucoup plus constant. Sur Android, on a encore souvent tendance à surtraiter encore un petit peu les vidéos, ce qui va nous donner des rendus de bleu un petit peu fluo, ce qui va nous mettre des verts aussi hyper éclatants. Chose qu'on a beaucoup moins avec un iPhone, où vraiment il y a tout qui match très bien avec la réalité. Que ce soit en termes de qualité générale, que ce soit aussi en termes de stabilisation, vraiment niveau vidéo, c'est juste excellent. Niveau qualité, avec l'ultra grand angle, on va beaucoup perdre dès que la luminosité va baisser. Voilà, avec le x1, vraiment, il y a énormément de plans de mes vidéos qui sont faits à l'iPhone, parce que c'est hyper pratique. Moi j'ai dans la poche, hop, je le sors, je filme. Pour peu qu'il y ait un peu de lumière, j'ai une super qualité, donc vraiment c'est juste une super caméra. En conclusion, l'iPhone 15 Pro Max va rester dans ma poche, mais il m'arrive très souvent de mettre ma puce dans le téléphone que je suis en train de tester actuellement. Par exemple, là, elle va passer très vite dans un Samsung Galaxy S24 Ultra. Et là où il y a 2 ans, ça m'embêtait encore vraiment de ne plus avoir d'iPhone comme smartphone principal. Là maintenant, honnêtement, ça... Je dirais pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est pas grave. Allez, si jamais toi aussi tu as un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses directement dans les commentaires. Et si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Pense bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et t'a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.